Bonjour à tous et à toutes. Est-ce que ça va bien? Un niveau d'énergie de fin de journée. Mon nom est Nicolas Zorn, je suis directeur général de l'Observatoire québécois des inégalités. Notre mission est d'éclairer le débat public, d'éclairer les réflexions, d'éclairer les prises de décision avec des connaissances scientifiques vulgarisées sur les questions des inégalités. Pour ceux et celles qui ne nous connaissent pas encore, ça fait seulement 6 mois que nous existons. Donnez-nous une chance. Bon. Lorsqu'on parle de données, on en a beaucoup parlé aujourd'hui. Et des fois, il y a des données qui peuvent changer le monde. Ce graphique qui montre l'évolution du 1% le plus riche aux États-Unis depuis les 100 dernières années. Et on voit que depuis une quarantaine d'années, ça va de mieux en mieux pour le 1% le plus riche. Puis il paye de moins en moins d'impôts également. Alors quand ce graphique-là a été rendu public au lendemain de la grande crise économique, eh bien, des fois, il y a du changement politique qui peut arriver. Et il y a des bonnes chances que la prochaine présidente américaine puisse implanter des politiques qui vont en ce sens. Pensez un instant. Quelle politique voulez-vous faire adopter? Prenez un exemple. Pour les 10 prochaines minutes qu'on va passer ensemble, pensez à une politique que vous voulez faire adopter. Tout le monde là? Vous avez déjà une idée générale, ou très précise pour ceux et celles qui connaissent ce diagramme, de comment est adoptée une politique. Puis pas juste adoptée, il faut qu'elle soit implantée, puis il faut aussi qu'elle se maintienne son efficacité dans le temps. Comment est-ce qu'on fait pour s'en assurer? C'est bien pour votre politique de prendre en compte les leviers que vous pouvez utiliser, mais également les obstacles qui pourraient empêcher l'adoption ou rendre plus difficile l'adoption de votre politique. À l'Observatoire, on a un rapport sur lequel on travaille, qui est un projet avec le collectif des fondations contre les inégalités, qui vise à, notamment, évaluer le niveau de difficulté des politiques potentielles qui peuvent être adoptées. Et c'est essentiellement basé sur une nouvelle méthodologie qui est qualitative, mais également quantitative, basé sur 24 facteurs tirés de la littérature en administration et politique publique. Les réponses sont pondérées parce que pas tous les facteurs sont équivalents. C'est une approche qui se veut systématique pour prendre en compte pas juste les éléments sur lesquels on est bien bon et on a une bien bonne idée, mais également tous les autres, des fois on a tendance à oublier, et également comparative. Parce que toute chose étant égale par ailleurs, là, vous hésitez entre 3, 4, 5 politiques qui ont à peu près le même impact, il y en a qui sont beaucoup plus facile à se faire adopter ou pas. Alors, vos maigres ressources, où est-ce que vous allez les mettre? Un outil de décision, un outil qui favorise la prise de décision. Finalement, c'est une méthodologie qui est perfectible, mais l'idée ici, c'est vraiment de vous outiller par rapport à l'adoption de votre politique. Alors, commençons. Les questions qui sont posées, que vous pouvez vous poser pour chacun des 24 critères que je vais présenter rapidement, mais ça vous donne une idée de ce qu'on a en tête. Les réponses sont pondérées, les réponses sont qualitatives, ça peut être l'objet d'un débat ensemble, ça ne se fait pas tout seul, mais de pouvoir partir avec ça, ça permet de cadrer la conversation. Alors, votre politique, lorsque vous y pensez, pensez-y bien, vous avez essentiellement 4 étapes. La première, la mise à l'agenda de l'enjeu sur lequel votre politique doit agir, mais également de la politique elle-même. Alors, le premier des 24 critères, d'abord, est-ce que le public s'y intéresse? S'il ne s'y intéresse pas, vous partez déjà avec une prise. Puis les enjeux auxquels la politique peut répondre, des fois, ce n'est pas nécessairement celle qu'on pense. Les CPE, il y a plusieurs enjeux avec lesquels on peut l'accrocher. Ça peut être la politique éducative, ça peut être de favoriser l'emploi des mères monoparentales, et ainsi de suite. On peut aussi penser à la volonté des acteurs de changement. Pensez aux citoyens et citoyennes. Est-ce qu'ils ont une volonté à adopter cette politique? Mais également les autres acteurs qu'on parle du milieu social, du milieu syndical, mais également du milieu des affaires. Ça, c'est tous des éléments que c'est cumulatif. Je parlais de prise 1, partez avec une prise, partez avec 2 prises. Il n'y a rien là-dedans qui est pardonnez l'anglicisme, un deal breaker. Mais c'est bien de garder en tête que plus que vous les accumulez, ces obstacles-là, plus ça va être difficile. Puis si vous avez à choisir entre 2 politiques, une bonne façon de les trier. Également, la volonté des gouvernements. Puis des fois, ils peuvent se faire forcer la main. C'est pour ça que je vous dis que ce n'est pas un deal breaker.
Mais la volonté des gouvernements, ça aussi, c'est un critère à prendre en compte pour l'adoption de votre politique. Puis les experts, comment est-ce qu'ils se situent par rapport à ça, cet enjeu-là ou cette politique-là? Il peut y avoir un consensus sur la politique, qu'elle est mauvaise, qu'elle n'est pas efficace, à tort ou à raison. Ou inversement, il peut y avoir un consensus que non, c'est une bonne chose, il faudrait l'adopter. On pourrait aussi penser ensuite à la prochaine étape, processus de décision. Que pense la haute fonction publique? Par qui va passer la dite politique? C'est quoi leur système de croyance par rapport à cette politique? Est-ce que c'est dans leurs valeurs fondamentales? Ça fait 30 ans qu'ils y pensent à ce type de politique, puis qu'ils se disent non, 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 ça ne passera jamais ça avec moi. Ou au contraire, bon, ils ont une opinion, mais ils peuvent être négociés là-dessus parce que c'est périphérique par rapport à leur système de croyance. Autre élément à prendre en considération, mais la perception, non pas l'état de situation, mais la perception au niveau des coûts budgétaires que ça peut représenter, cette politique. Oh, ça va se coûter cher, on n'aura pas les moyens de ça. Ou encore le coût de l'économie. Parce que c'est plate à dire, le coût social, c'est pas encore autant à la mode. Mais bon, l'ampleur du changement par rapport à la politique. Plus c'est un changement de politique, de paradigme, plus ça va être difficile, versus de façon incrémentale, juste ajuster une politique. Également, à prendre en compte pour l'adoption de votre politique, est-ce qu'il y a la présence d'une instance de concertation? Combien de monde autour de la table? Hein? Si vous avez une instance de concertation qui est concernée par cette prise de décision, c'est l'occasion d'élargir le cercle des voix que nous allons entendre, une autre thématique qu'on a entendue aujourd'hui. Combien il y a de points de veto? Plus qu'il y a des points de veto, c'est-à-dire des points dans le processus de prise de décision, ou est-ce que c'est décisionnel? Plus qu'il y a des processus, plus qu'il y a des décisions, pas juste des consultations, des décisions qui sont prises en compte, plus il y a des chances que ce soit plus difficile. Parce que là, vous devez convaincre à chacune de ces étapes-là. Les politiques, des fois, ils peuvent converger. On le voit entre les différents pays, entre les différentes provinces. Et des fois, pour converger ces politiques-là, ils peuvent se faire par émulation. « Hey, c'est cool ça, qu'est-ce qui se passe aux États-Unis ou qu'est-ce qui se passe en Europe ou dans les pays scandinaves? On devrait adopter ça. » Il y a également par réseautage. Aux décideurs, leur réseau, c'est qui? Est-ce qu'ils font par l'OCDE? Est-ce qu'ils vont souvent au meeting de l'OCDE ou du G7? Ça n'a pas tout à fait les mêmes discussions qu'au Forum social mondial. Ils n'ont pas le même réseau. Bien, ce type de réseau-là, ces idées-là, peuvent leur mettre la puce à l'oreille. Également, est-ce qu'il y a une occasion d'harmonisation pour adopter votre politique? Parce qu'il y a d'autres politiques qui se font ailleurs, puis des fois, si vous voulez harmoniser les politiques à l'ensemble des provinces, par exemple, mais ça aussi, ça peut être une chose à prendre en compte. Puis finalement, la pression internationale. Il y a de la pression internationale pour l'adoption de certaines politiques plutôt que d'autres. On pense au commerce international, par exemple. Bien, peut-être que ça peut être quelque chose qui peut être joué à votre avantage, ou inversement, ça va être un obstacle que vous allez devoir prendre en compte. OK, vous l'avez adopté. C'est fini? Bien non. Il reste encore des étapes. C'est un marathon. C'est quoi la première étape pour l'implantation? Bien, est-ce que c'est complexe, la mesure? Plus qu'elle est complexe, plus c'est compliqué, c'est difficile, ça requiert des expertises que pas tout le monde a dans le processus d'implantation, plus qu'elle risque d'être diluée, votre politique, ou qu'elle risque de changer de nature, ou carrément ce soit déraillé. Combien d'intermédiaires dans le processus de mise en œuvre? Vous en avez 12. Ça se peut que ce soit plus difficile d'adopter votre politique. Vous voulez adopter cette politique, super. Puis vous dites, ah, elle a été adoptée et passée à l'Assemblée nationale. Non, non, c'est pas fini. Les acteurs terrain, ceux qui sont pour, ceux qui sont contre la mesure, ils ont des ressources, ils ont une capacité de mobilisation. C'est quoi l'état des forces en présence? Ça aussi, il va falloir le prendre en compte. Poursuivons. Maintien de l'efficacité. Pensez que c'était fini? Non, non. Vous voulez que cette politique pour laquelle vous êtes battu pendant 20 ans, puis que finalement, elle a été adoptée, ça vous tente-tu que ça dure un petit peu plus qu'un an ou deux? Il y a des bonnes chances que oui. Bien, pour ça, il faut prendre certains éléments en compte. Les 4 derniers points. D'abord, le niveau de contrôle de l'État sur l'écosystème de la politique. Si on parle de fiscalité, on veut avoir un taux marginal d'imposition de 70 %, ce qui, selon les économistes, est le taux optimal de taxation.
le 1% le plus riche ne sera pas nécessairement d'accord, mais allons-y ainsi. Bien, ça donne que c'est plus compliqué que ça parce que l'État n'a pas le contrôle sur l'ensemble de l'écosystème de l'adoption de cette politique. Est-ce que ça va être difficile ou pas d'édenter, de miner, de gruger la politique une fois qu'elle est adoptée? Prenons en compte, puis là, ce n'est pas une question de si vous êtes pour ou si vous êtes contre, là, mais la loi 101, elle a été adoptée il y a 40 ans. Pour n'importe quelle politique qui a été adoptée depuis 40 ans, où on pourrait prendre les politiques fiscales, il y a eu une grosse réforme fiscale dans les années 80. Les deux politiques ont été édentées, grugées, minées devant les tribunaux, devant les changements réglementaires, le changement de l'écosystème. Plus que votre politique a des difficultés, qu'elle risque d'être grugée, plus que ça risque d'être problématique. Puis finalement, les deux derniers points. Les avantages puis les désavantages de votre politique. Vous savez comment les Scandinaves ils font pour que leur politique est dure, puis que pas mal tout le monde est d'accord de payer un haut taux d'imposition. Tout le monde a l'impression d'en profiter. Tout le monde bénéficie des services publics. Ils ont le taux d'évitement fiscal le plus faible dans l'OCDE et le taux d'imposition le plus élevé. Comment ils font? Les avantages sont clairs, sont visibles. Puisqu'ils ont un État efficace, qui simplifie les choses, puis que vous pouvez confirmer par SMS votre rapport d'impôt, bien, les désavantages aussi sont pas mal moins visibles. Bref, chers collègues, vous êtes désormais mieux outillés pour l'adoption de votre politique. Vous pensiez que c'était fini? Ça ne l'est pas. Il reste encore du temps de discussion et nous sommes très bien outillés pour en discuter. Comment est-ce que vous allez plaidoyer avec des données pour convaincre? Pour ça, je suis très heureux, pour ne pas dire honoré, d'avoir avec nous deux personnes distinguées, en la présence de Marie Dameul, directrice de la division des déterminants sociaux de la santé à l'Agence de santé publique du Canada. Elle a une formation en statistique et épidémiologie et elle est responsable de surveillance, recherche et programmes d'intervention liés à l'équité en santé. Également avec nous, Alain Noël, professeur de sciences politiques à l'Université de Montréal. Ses recherches portent sur les politiques sociales et plus largement les politiques au Canada et au Québec. Son dernier livre, intitulé « Utopie provisoire, essai de politique sociale », vient de paraître. Par ailleurs, c'est un ancien président du Centre d'études sur la pauvreté et l'exclusion sociale du gouvernement du Québec. Mesdames et messieurs, j'ai 3 questions pour vous et ensuite nous pourrons passer aux questions du public. La première question, à votre avis, puis on va commencer avec vous, Marie. Comment est-ce que les données peuvent changer les politiques publiques? Merci, Nicolas. Est-ce qu'on peut présenter une petite diapositive qui va... Bien sûr, il faut juste parler devant le micro pour les gens qui nous écoutent. Celui-là fonctionne aussi? Tout le monde m'entend bien? Parfait. Alors, je vais commencer par vous parler un petit peu des données qu'on produit sur les inégalités et comment on les présente pour pouvoir avoir une influence ou un impact. Vous avez entendu aujourd'hui de l'outil sur les données sur les inégalités qui donne une centaine d'indicateurs désagrégés par environ 15 facteurs socio-économiques et à travers le pays. Donc, il y a un outil technique, mais on a besoin d'autres choses pour rejoindre nos auditoires. On en a parlé aujourd'hui. Les rapports, on pensait que ça devient un peu moins populaire, ça l'est toujours. Puis celui-là, il est très gros. Je pense qu'il y a 300 ou 400 pages et on nous demande même de l'imprimer. On ne s'attendait pas à ça. Donc, les rapports qui vont dans plus de nuances, expliquer les inégalités, qu'est-ce qu'on observe, qu'est-ce qui peut contribuer aux inégalités, c'est avoir quelque chose de plus en profondeur, a quand même un besoin. Et c'est des produits qui sont très utilisés. Mais ensuite, on va vers les auditoires un peu moins techniques. On a produit des infographies, des vidéos.
Et j'ai même plusieurs de l'équipe qui a fait ce beau travail ici en collaboration avec plusieurs à travers le pays. Et je dois souligner que après tout ce travail-là, ce qui a fait une énorme différence, c'est travailler avec nos services de communication qui sont devenus presque de façon routinière venir nous demander c'est le mois du diabète, qu'est-ce qu'on peut dire? Au lieu de dire le diabète, c'est important chez les Canadiens, n'oubliez pas de vous faire dépister. Le dépistage, c'est important. Là, il y a toujours un petit message dans les médias sociaux, pour rejoindre le grand public, les discours pour nos politiciens. Là, de façon routinière, il nous manque l'aspect inégalité, puis on vient nous voir. Ça fait une énorme différence parce que c'est pas... nous, on essaie d'être partout. On se fait demander des données, puis ça va dans les produits qui, eux, influencent beaucoup les politiques. Alors, donc, comment on peut influencer les politiques une agence gouvernementale au niveau fédéral comme la nôtre? Bien sûr, on a nos propres politiques fédérales et quelqu'un a mentionné l'analyse selon le sexe et le genre. C'est quelque chose qu'on doit faire dans tous les ministères. C'est obligatoire et des données comme celle-là sur les inégalités, ça rend le travail beaucoup plus facile pour accéder à l'information, pour faire une analyse selon le sexe et le genre. On a aussi des programmes communautaires qui sont subventionnés au niveau du gouvernement fédéral. Donc, les données sur les inégalités peuvent influencer comment on développe des programmes communautaires qui vont être subventionnés et les sujets ou les populations qui vont être ciblées. Mais il y a d'autres façons d'influencer les politiques, c'est avec ceux avec qui on travaille. Donc, on travaille avec les provinces et territoires et on travaille avec les organismes internationaux comme l'Organisation mondiale de la santé. On signe des déclarations. Donc, les inégalités, les données sur les inégalités se retrouvent dans les discours. Souvent, on se fait demander dans les discours à l'OMS puis ça devient des engagements du Canada pour certaines problématiques qui touchent des populations plus vulnérables. Alors, le langage, les statistiques deviennent très visibles. Donc, c'est les différentes approches qu'on utilise pour aller plus loin avec les données sur les inégalités. Et je dois dire que ça l'aide à faire une introduction pour changer les programmes, pour changer les politiques. Puis, ce qui est vraiment nécessaire, c'est d'avoir les données sur les inégalités, informer comment on mesure la performance et les résultats de nos programmes et nos politiques. Donc, avoir l'évaluation de programme et la vérification qui disent, quand ils regardent la performance d'un programme, avez-vous mesuré si votre programme a été efficace pour les sous-groupes de la population? Et donc, on le planifie, puis après ça, on mesure les impacts. Ça fait vraiment une différence. Merci. Merci. Alain, comment les données peuvent-elles changer les politiques publiques? Je pensais à cette question-là en écoutant le panel précédent, où il y avait beaucoup d'instances sur les données, puis ça m'a rappelé une chanson, ça c'est peut-être que vous êtes trop jeune pour vous rappeler de Talking Heads. David Byrne, qui chantait pour Talking Heads, avait dans une chanson qui s'appelle Cross-Eyed and Painless. J'ai cherché brièvement sur mon téléphone les paroles. C'est encore meilleur que ce que je me rappelais. Je vous donne... Il y a toute une série d'énoncés sur les faits dans la chanson. Je vous en donne quelques-uns, c'est en anglais, là, mais une sélection juste pour la saveur. Je ne le chanterai pas. Là. Facts are never what they seem to be. Facts are useless in emergencies. Facts are lazy and facts are late.
Facts don't stain the furniture, celui-là. Et la plus importante, facts all come with points of view. C'est bon de se garder à l'esprit que quand on parle des données probantes, de l'evidence, on parle de mesures qui ont été construites avec des fins spécifiques et qui ne disent pas toute la vérité, mais qui racontent une histoire aussi. Je vous donne un exemple tiré d'une question qui m'intéresse, mais que les différentes mesures pour savoir combien il y a de personnes pauvres au Québec, quel est le pourcentage de pauvreté au Québec. En 2017, selon la vieille mesure de Statistique Canada à laquelle plus personne vraiment ne croit, les seuils de faible revenu, il y avait 9 % de personnes en situation de pauvreté au Québec. La même année, selon la mesure du panier de consommation, qui est une meilleure mesure, c'était 8,9 %, donc ça, c'est pas mal la même chose. Toujours en 2017, la MFR, la mesure de faible revenu, telle que calculée par le CPE à Québec, 11,4 % taux de pauvreté en 2017 au Québec. Donc, c'est plus que la MPC. Et la MFR, telle que calculée par Statistique Canada, toujours en 2017 au Québec, 14,4 % de pauvreté au Québec. Donc, ça dépend de ce que vous voulez dire comme discours. Et on va faire mieux que ça. On va regarder les taux de pauvreté pour les 65 ans et plus au Québec en 2017. Selon la mesure du panier de consommation, il y avait 3,5 % de personnes de 65 ans et plus au Québec qui étaient en situation de pauvreté en 2017. Selon la mesure de faible revenu telle que mesurée par le gouvernement du Québec, c'était 9,4 % en 2015, là, mais c'est à peu près la même année, qui étaient en situation de pauvreté chez les 65 ans et plus. Et selon la MFR mesurée par Statistique Canada, chiffre de 2017, c'était 22,8 % des personnes en situation de pauvreté, des personnes de 65 ans et plus qui étaient en situation de pauvreté au Québec en 2017. Donc, on a-t-il un problème ou si on n'en a pas? Est-ce que c'est 3,5 % des personnes en situation de 65 ans et plus qui sont en situation de pauvreté, MPC, ou si c'est 22 selon la MFR, telle que calculée par Statistique Canada. Je dis ça pas pour vous dire que les chiffres sont futiles, que les données sont inutiles, que tout est trafiqué, parce que je crois beaucoup aux données, je m'en sers, je travaille avec ça, mais simplement pour souligner le fait que chaque donnée doit être lue et comprise pour ce qu'elle nous raconte. Je n'ai pas le temps ici d'expliquer pourquoi il y a une différence. On pourrait y revenir dans les échanges, si vous voulez. Pourquoi il y a une différence entre 3,5 % MPC et 22 % mesure de faible revenu, telle que mesurée par Statistique Canada. Mais c'est simplement un avertissement que les données doivent être lues et interprétées et qu'elles viennent avec un bagage. Deuxième... est-ce que j'ai encore un peu de temps? Il nous reste 6 minutes au total pour l'ensemble de nos 3 questions. Mais écoute, je vais vous montrer une diapositive. Mais ça va aller vite parce qu'il n'y a pas de délai. Oui, faisons ça. Oui, c'est ça. Cette diapositive-là, c'est une autre donnée. Les données sur la pauvreté, on en parle souvent et on y porte attention. Cette donnée-là, elle est un peu moins populaire. C'est les dépenses sociales en pourcentage du PIB du Canada comparé avec les dépenses sociales en pourcentage du PIB d'autres pays comparables de l'OCDE. Et ce qu'on voit, c'est que le Canada est bien en dessous de la moyenne de l'OCDE, qui est en bleu ici, le Canada est en orange, et que le Canada est en fait même en dessous des États-Unis, selon ces barèmes, et se situe quand même mieux que le Mexique, là, mais à la queue des pays qui redistribuent. Diapositive suivante. Raison simple, on paie moins d'impôts, donc on dépense moins. Diapositive suivante. Et ça donne plus d'inégalités au Canada que dans la plupart des pays comparables, c'est-à-dire qu'on réduit moins les inégalités parce qu'on fait moins. Cette donnée-là, elle n'est pas tellement dans le débat public. La réaction de bien des chercheurs canadiens, j'ai eu des débats sur Twitter là-dessus, à ces données-là de l'OCDE, c'est que l'OCDE, ça, surtout au Canada anglais, on disait l'OCDE se trompe.
Là, j'ai écrit à Paris, j'ai écrit à Ottawa, j'ai pris l'enseignant. L'OCDE ne se trompe pas. C'est les chiffres qui sont là, mais on aime bien penser au Canada qu'on est particulièrement généreux, qu'on fait des gros efforts. C'est à peu près vrai par rapport aux États-Unis, encore que là, c'est un peu douteux, mais il y a encore du travail à faire. J'arrête ici pour garder de la place pour les autres affaires que je vais vous dire. Merci à vous deux pour avoir bien mis la table. On va se laisser 2 minutes chaque. En fait, vous allez vous laisser 2 minutes chaque. Il nous restait 2 questions. On pourrait peut-être les fusionner ensemble. Je voulais vous poser comme question si vous pourriez nommer un succès ou un échec duquel on pourrait apprendre. Mais à la place, je vais vous poser la dernière question, puis à la limite, vous pourrez rassembler vos réponses ensemble. Si vous n'aviez qu'une suggestion à faire pour bien faire du plaidoyer, laquelle ce serait? Marie? Je vais commencer en illustrant rapidement les succès et où on continue à avoir des défis. Donc, les inégalités, les données sur les inégalités ont bien été intégrées dans comment cibler, comment cibler et adapter nos programmes pour mieux rejoindre et pour être plus efficace pour les populations plus vulnérables. Et ça veut dire que on s'assure qu'on a un impact maximum ou optimal pour les populations dans nos travaux de santé publique. Où on a encore un défi, c'est de rajouter des composantes dans nos programmes qui améliorent les déterminants sociaux. Parce que on sait que l'intervention qui agit à plusieurs niveaux est beaucoup plus efficace et le rôle de la santé publique et le rôle des autres ministères, c'est toujours une question difficile et on a réussi à le faire à quelques reprises. Par exemple, certains de nos investissements pour l'activité physique se penchent sur des questions comme le logement ou l'environnement bâti. Donc, il y a un petit peu de succès, mais ça demeure. Alors, je pense que ce que j'aimerais voir, donc une chose, c'est pas facile, c'est d'avoir dans les différents ministères, soit au niveau local, provincial ou fédéral, où on peut avoir des interventions communes et puis avoir des mesures de résultats, de performance qui sont communes aussi, parce que sinon, tout le monde se dit non. Moi, c'est juste les mesures de santé qui me préoccupent et le reste, c'est le travail de quelqu'un d'autre. Si on pouvait prendre cette responsabilité ensemble, ça changerait beaucoup. Merci. Merci. Alain, une suggestion pour bien faire du plaidoyer? Je vais être court parce que je veux avoir de la place pour l'autre question que tu devais nous poser. C'est bon. Je dirais, mon premier réflexe, c'est de keep it simple, de garder à l'esprit qu'on s'adresse, quand on fait des plaidoyers, on s'adresse à la population générale, aux citoyens, et on s'adresse aussi aux décideurs qui jonglent avec plusieurs balles en même temps, et donc qui n'ont pas nécessairement le temps ou la propension à tout vérifier et qui veulent avoir des images frappantes. Je retaperais sur le clou sur lequel François Lagarde et d'autres personnes aujourd'hui, cet après-midi, ont tapé, de dire il faut raconter une histoire, faire parler les faits, les données, donner la parole aux personnes concernées. Et j'ajouterais, ça c'est mon petit ajout personnel, il faut faire référence à un principe de justice. Il faut que, c'est pas juste de dire ça va être payant, ça va être bon pour la croissance économique. Il faut défendre des idées qu'on estime qui rendent notre société plus juste et expliquer en quoi c'est le cas. Merci beaucoup à vous deux. Je pense que vous aurez l'occasion, vous avez encore probablement des munitions, fait que je pense qu'on va leur donner l'occasion de les utiliser. Mesdames et messieurs, si vous avez des questions, c'est maintenant le temps. Je leur ai mis beaucoup de pression pour pouvoir se laisser le plus de temps possible. N'hésitez pas à courir au micro, s'il vous plaît, ne vous bousculez pas. Alain, est-ce que tu voulais ajouter une réponse? Oui, parce que ta deuxième question, c'était... nous, on les a eues à l'avance, les questions. Pouvez-vous nommer un succès et un échec duquel on peut apprendre? Et
moi, je réagis en ça à la présentation de François Crépeau ce matin, qui a dit « Les bébés boomers, OK, boomers, vous avez échoué. » Moi, je ne suis pas tellement là pour défendre la génération des bébés boomers. Je ne me suis jamais identifié tellement à cette génération-là, ou je ne pense pas tellement en termes de génération, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai que c'est une histoire d'échec simple et complet. Et au Québec, on a réussi des choses. Et la présence aujourd'hui de tout ce monde-là pour parler d'inégalité sociale de santé est un témoignage de cette réussite-là. Il y a une mobilisation au Québec, il y a une capacité d'agir qui est importante. Diapositive suivante. On voit ici... Ah non, l'autre diapositive encore. L'autre encore. Ah ben tiens, non, celle-là est correct, pas si pire. Capacité de redistribution, Québec par rapport aux autres provinces, c'est le plus élevé. Diapositive suivante. Et le Québec, on fait semblant que c'est un pays de l'OCDE et on le met un peu arbitrairement dans un petit graphique qui met en relation, là, ça, c'est un graphique que j'ai réutilisé, là, c'était une hypothèse que j'avais sur la taille des sociétés par rapport à la redistribution. J'en parlerai pas maintenant, mais on voit que le Québec, on redistribue davantage qu'au Canada et qu'on fait moins bien que les petits pays européens qui redistribuent beaucoup, les Scandinaves notamment, mais on fait mieux quand même que le Canada. Donc, c'est pas vrai que c'est un échec complet. Les réformes qui ont été faites... Bon, d'abord, premièrement, la génération, si on veut parler de ça, la génération des baby boomers, c'est la génération qui a construit l'égalité homme-femme au Québec. C'est pas terminé, c'est pas achevé complètement, mais on a fait beaucoup de progrès. Et juste ça, c'est une réalisation très importante. Et deuxièmement, les politiques familiales au Québec qui ont été adoptées dans les années 90 ont vraiment réduit la pauvreté des enfants au Québec. Et au Canada, on a rattrapé un peu après 2015 avec la nouvelle allocation canadienne pour enfants, qui a eu d'ailleurs un impact beaucoup plus important dans les autres provinces qu'au Québec. Mais tout ça pour dire que, donc, il y a eu, on peut repérer des succès. Et s'il y a un échec, parce que ça faisait partie de ta question aussi, s'il y a un échec, c'est que on a tout misé sur les enfants, ce qui est bien, mais on a négligé les personnes seules ou les personnes sans enfants. Et ça va tellement loin que dans les petites vidéos que François Lagarde nous a montrées ce matin, les enfants n'avaient pas de parents. Les enfants, le petit gars, là, il allait à l'épicerie tout seul, puis il achetait des affaires, il achetait du junk, puis il mangeait ça en sortant de l'épicerie, puis le lendemain, il retournait à la même épicerie tout seul. Je ne sais pas avec quel argent il achetait ça, mais il s'achetait son popcorn, puis ses chips, puis sa liqueur, mais il n'y avait pas de parents. Et ça, c'est une vision de l'enfance qui a beaucoup prévalu dans les pays anglo-saxons, dans les pays libéraux, en disant, bien, les enfants, c'est des individus qui sont en difficulté, on va les aider, puis on ne voudrait surtout pas aider leurs parents parce que leurs parents, c'est des bons à rien. Et ces petites vidéos-là, qui étaient bien intentionnées, traduisaient quand même ce sentiment-là. Et donc, échec relatif par rapport aux personnes sans enfants. Bon, j'ai dit ce que je voulais dire, c'est ça. Marie, en toute justice, avez-vous de quoi ajouter en termes de succès ou d'échec duquel on pourrait apprendre? Juste pour continuer le point que j'avais élaboré un peu, c'est-à-dire on utilise les statistiques souvent pour présenter un nouveau problème, pour sensibiliser nos partenaires ou la population générale. On utilise beaucoup moins souvent les données d'inégalité pour nos cibles ou nos cadres de mesure de résultats de notre travail. Puis c'est ça qui fait la différence. Est-ce que le programme va continuer? Est-ce qu'il va recevoir plus de ressources? Est-ce qu'il va être amplifié? Donc, j'aimerais rajouter que lorsqu'on a une porte d'entrée où on accepte qu'un problème de santé ou un problème social a des inégalités et qu'on doit construire notre intervention pour réduire ces inégalités, mais il ne faut pas oublier puis penser que notre travail est fini. Après, il faut vraiment démontrer si on a réduit les inégalités, puis l'intégrer dans notre cadre d'évaluation, dans nos organismes
respectifs. Nous, on voit que ça a énormément changé les choses quand le programme d'évaluation fait une évaluation plus distante et demande la question: avez-vous pensé aux inégalités? Ça fait toute la différence. Donc, je pense que ça, c'est un message qu'on ne devrait pas oublier. Oui, allez-y. J'aimerais savoir, dans le contexte politique actuel, on disait tantôt justement des fois que les chiffres, on ne peut pas leur faire dire n'importe quoi, mais on peut leur faire dire plusieurs choses, puis que c'est important de connaître d'où ils viennent, comment ils ont été, dans le fond, ramassés, etc. Quand vous êtes face à un décideur qui remet en question l'ensemble des données scientifiques ou d'un rapport, quelles seraient vos stratégies, dans le fond, pour quand même lui rappeler que malgré tout, ces données-là sont importantes, puis qu'elles donnent quand même une bonne image de la réalité, puis qu'elles devraient influencer les décisions? Qui veut sauter sur cette question? Ben, moi ça m'est pas arrivé, en fait. La plupart des décideurs sont, je dirais, bon, on fait exception de Donald Trump, là, mais sont relativement sensibles à un argument bien construit, avec des données, et vont respecter ça, je pense. Et si c'est pas le cas, je pense qu'on peut leur demander de nous donner leurs données. De demander, ben, ah oui, si c'est pas ça la réalité, alors qu'est-ce que c'est? Mais je pense qu'en général, au Québec comme au Canada, nos débats publics sont quand même assez raisonnés. J'aimerais ajouter que si les données sont trop complexes, on a toutes sortes de mesures d'inégalité, il y a Gini, Index, puis tout ça, là, ça, on va perdre nos auditoires. Il y a aussi un énorme volume de résultats sur les inégalités parce qu'on regarde différents résultats de santé. Plusieurs populations sont vulnérables pour différentes raisons. Quelles sont les inégalités les plus importantes auxquelles on devrait s'attaquer? C'est ça que les décideurs veulent savoir. Puis, je pense que c'est ça qui est un choix difficile aussi dans nos messages, les tout petits messages dans les médias sociaux dont j'ai parlé tout à l'heure. Il y a tellement de messages qui ont besoin d'être nuancés, qui ont besoin de... C'est pas juste une population. Si on met en lumière une inégalité, est-ce qu'on est injuste envers les autres inégalités? Mais des fois, il faut faire des choix difficiles puis dire... Cette fois-ci, c'est ça qu'on va mettre en lumière, puis la prochaine fois, ça sera quelque chose d'autre. Puis c'est les messages plus simples et ça, c'est rare que ça n'a pas de succès. Je pense que, pour revenir à la question, le pire obstacle, probablement, c'est pas tellement de se faire dire « tes données sont pas bonnes », mais de se faire dire « ouais, mais il n'y a rien qu'on peut faire ». Quelqu'un pourrait dire, par exemple, bon, ben, prends le Danemark, les inégalités sociales de santé sont encore élevées, même avec beaucoup de dépenses sociales. Et ça, c'est plus dur à combattre parce que, de fait, c'est très difficile de réduire les inégalités ou de les éliminer encore plus. Il y a une étude de l'OCDE qui est parue au mois de mai cette année. Ça m'a un peu assommé. Ils ont estimé qu'au Canada, pour qu'un enfant qui naît dans une famille à faible revenu voit ses descendants atteindre le revenu moyen canadien, ça prend 4 générations. Aux États-Unis, c'est 5 générations. Au Brésil, c'est 9 générations. 9 générations pour sortir de la pauvreté. Et bon, ça, c'est au Brésil, mais au Canada, c'est quand même 4 générations. C'est quand même un peu long, là. Au Danemark, je parlais du Danemark tout à l'heure, c'est 2 générations. Donc, c'est du travail de longue haleine, réduire les inégalités. Et c'est facile d'être découragé. Et je pense que ça, il faut
contre cet argument-là, il faut dire qu'il faut pointer d'abord le fait qu'il y a des progrès réels qui ont été faits. C'est pour ça que tantôt je disais, ça me choquait que Crépeau dise « Ah, il ne s'est rien fait. Hein? » Quand on fait des bons coups, il faut le reconnaître. Quand les autres font des bons coups, il faut le reconnaître. Et il faut également recourir à l'argument de... Un peu l'argument « fait ce que doit ». C'est que même si c'est difficile de réussir, c'est ça qu'on doit faire. Puis, si je peux rajouter aussi, c'est vrai qu'on entend ça de la même façon. Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose qu'on peut faire? Puis, je pense qu'en santé publique, il y a une bonne compréhension comment on peut faire une différence sur les inégalités dans notre domaine d'intervention. Donc, cibler nos interventions pour la nutrition chez la mère et l'enfant. Ça, c'est des programmes qui sont bien établis à notre agence. Puis ça a démontré que ça a diminué les inégalités chez la mère et l'enfant au Canada. Ce qui est encore plus difficile, c'est où on a atteint un certain progrès, puis là, ça devient un peu plus plateau, où les tendances continuent, comme l'obésité, le diabète. Et là, on sait que le travail qu'on a fait dans le passé pour éduquer la population, des programmes de promotion de la santé comme on les faisait avant, auront de moins en moins d'impact. Donc, c'est comment agir pour améliorer les environnements. Puis c'est ça qui... ça commence à être bien développé, mais on a encore beaucoup de chemin à faire. Merci à vous deux. Je vais inviter Marie-France Reynaud à avoir le dernier mot, mais une bonne main d'applaudissement pour notre panel, s'il vous plaît. Marie Desmeules et Alain Noël. Alors, j'ai le mot de la fin, mais j'ai 3 minutes pour le faire, rassurez-vous, pour aller au cocktail de la SPQ qui commence à 5 heures. Alors, je voudrais remercier d'abord nos conférenciers, ceux-ci et les précédents, qui ont partagé avec nous leur savoir, leurs expertises, leurs intuitions, leurs émotions. Et toutes ces choses-là sont très efficaces parce que ça nous trotte dans la tête et on les reprend là, dans nos actions au quotidien, puis on les retransmet à nos collègues. Je voudrais remercier les traducteurs. C'est une job qui m'impressionne toujours, là, d'être capable de traduire au fur et à mesure ce genre de discours quelquefois un peu spécialisé. Alors, merci beaucoup. Je voudrais vous remercier aussi, vous, parce que je partage tout à fait l'opinion d'Alain sur le fait que c'est très encourageant de voir autant de personnes, il y en avait ici, il y en avait dans 6 régions, qui s'assoient, passent la journée pour discuter d'inégalités sociales de santé, puis comment on peut les twister, comment on peut faire jouer nos données, comment on peut s'investir dans des choses plus difficiles, comme aller chercher des témoignages sur le terrain, des choses comme ça, où on a moins d'expertise pour certains. Là, certains en ont beaucoup, mais certains moins. Alors, moi, ça m'a beaucoup encouragée. Là, je me sentais comme René Lévesque. Je n'ai jamais été aussi fière d'être québécoise. C'était bon. En terminant, je veux remercier le comité organisateur qui a travaillé dans l'ombre et certains, beaucoup, là, pour faire notamment les documents. Et je voudrais remercier particulièrement, vous savez, c'est rare qu'on souligne le travail des fonctionnaires, hein, mais on devrait le faire plus souvent. Carmen Bassiou a été extraordinaire dans sa générosité, dans son travail, et j'ai compris à demi-mot que c'était pas exactement dans les mandats qu'elle avait eus au début de l'année de préparer cette journée-là, qui demandait quand même pas mal d'énergie. Alors, merci beaucoup, Carmen, merci à tout le monde. Et puis, à l'année prochaine, n'oubliez pas de nous dire vos besoins, on va en tenir compte certainement.